Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'univers électrique et complexe d'Andromède, un groupe phénomène qui est en train de redéfinir la scène cyberpop, ce mélange, vous savez, high-tech de pop entraînante et d'exploration futuriste. Alors, nos sources, des enregistrements bruts, captés vraiment dans l'intimité des loges, juste avant une interview cruciale, et puis pendant cette interview survoltée, et aussi dans les moments tendus qui ont suivi. On va essayer d'écouter au-delà de la musique. Absolument. L'objectif, c'est vraiment de décrypter ces moments pour saisir l'essence d'Andromède. Qui sont réellement Spite, Joy et Echo, au-delà des projecteurs? Oui, qui sont-elles vraiment? Comment fonctionne cette sororité affichée face aux rivalités, aux secrets, et surtout, comment elles survivent aux pressions de la célébrité stratosphérique? Hmm. Au contrôle de leur label Eclipse Records, qui est une filiale du géant Dysphoria Inc., faut le rappeler, et à leur propre désir dans cette méga-cité Néolutz. Ah, Néolutz. C'est presque un personnage en soi, cette ville. Exactement. C'est une plongée dans les rouages d'une machine à succès et dans les âmes qui la composent, quoi. Commençons alors par ces instants volés dans les loges, juste avant l'antenne. Chacune est seule, face à elle-même. Prenons Meno, alias Spite. La voilide. Kathleen, de son vrai nom. Oui, Kathleen, un nom qui semble presque... ouais, oublié. Sa loge, c'est un peu un tableau de bord vivant. Des lumières bleutées qui pulsent, des flux de données sur les miroirs. Et même ce rythme cardiaque artificiel. Oui. Ah. Fourni par la prod pour, je cite, trouver les bonnes ondes. Elle le dit elle-même, la musique, c'était pas un choix, mais une vocation imposée. Élevé pour ça. Voilà. Élevé pour ça, une voix ciselée, peut-être même optimisée technologiquement, pour produire ces sons qui dépassent l'humain. C'est toute sa vie. Et c'est là que le coût personnel devient palpable. Vraiment. Spit a consciemment renoncé à l'idée du grand amour. Elle juge ça incompatible avec sa trajectoire. C'est dur. Il y a une pointe d'envie, un peu amère, pour ceux qui peuvent vivre cette normalité, quoi. Et techniquement, sa plus grande vulnérabilité, c'est paradoxal. C'est chanter purement, Ah oui. sans effet, sans cette puissance augmentée. Elle a de même manqué d'entraînement et elle craint de casser sa voix si elle s'y risquait. Même si cette douceur, en secret, ça l'attire. C'est intéressant ça. Et un fait fascinant, elle révèle avoir appris à hacker les sons, à les rendre si percutants grâce à sa rencontre avec Joy. Ah, donc il y a une influence mutuelle. Exactement. Ce n'est pas juste une question de technique. Son secret le moins avouable, des accès de colère passés contre les producteurs, des caprices, comme elle dit, qui pourraient ternir son image. D'accord. Et puis, juste avant l'interview, cette hololettre cryptée, séquence 001 Ion, un message vocal qui utilise son vrai nom. Kathleen, j'ai besoin de toi. Waouh. Ça ouvre une porte sur un passé qu'on ignore complètement. Tout à fait. Intriguant, en effet. Alors changeons d'atmosphère avec May ou Joy, la seconde voix, celle des harmonies. Sa loge, c'est L'opposé complet. le silence, presque. Oui, une cabine insonorisée, presque clinique, des écrans biométriques partout, qui analysent son souffle, son rythme cardiaque, un micro central, et derrière des miroirs sans teint, on devine des techniciens. Des observateurs. Oui, qui calibrent sa performance. Elle aussi, c'est une star child, formée dès l'enfance. Mais sa voix, elle n'est pas augmentée. Non, elle se voit comme secondaire. Elle se perçoit comme secondaire, et ce besoin de validation est criant. L'euphorie du public, c'est sa drogue. Tout ce qu'elle recherche, dit-elle. Et cette quête de validation, ça la façonne entièrement. Chez Joy, l'interdit émotionnel est fort. Pas de tristesse, pas de faille visible, parce que ce n'est pas jugé attractif par l'industrie. Et donc par elle-même, j'imagine. Exactement. Sa valeur est indexée sur la perception extérieure. La relation avec ses sœurs est teintée de ça. Une admiration sincère, oui, mais doublée d'une compétition sous-jacente. Un besoin constant de prouver qu'elle est à leur niveau. D'accord. Elle n'utilise pas sa voix comme Spite, comme une arme sonique. Elle utilise sa personnalité. Ce côté papillon social, toujours souriante, accommodante, c'est sa stratégie de survie. Face à la pression de l'interview qui est accentuée par l'installation d'un nouvel ampli vocal par une technicienne un peu trop pressée, sa nervosité affleure. Et sa solution? Une bouffée de ce qui ressemble à une e-cigarette, mais qui est en fait un psychotrope en microdosage. Ah, carrément. Pour atteindre cette euphorie contrôlée, cette performance parfaite. On peut se demander si c'est une autre habitude apprise au contact de Spite, une autre forme de hack,
mais émotionnelle cette fois. Ça soulève des questions sur le contrôle qu'elle a réellement sur elle-même. Et enfin, Manika, ou Echo, la maîtresse du son, compositrice, mixeuse et peut-être plus. Bien plus sans doute. Sa loge, c'est un miroir de sa propre nature hybride. Des miroirs intelligents qui réagissent, du métal froid, des câbles qui serpentent partout, et ses prothèses cybernétiques. Oui, elle est largement augmentée. Yeux, mains, organes vitaux semblent préservés, mais le reste, Il y a chez elle une fascination pour ce corps modifié, acquis à lourd prix, dit-elle. Un rappel constant de ses serments. Dissimuler sa vraie nature, jongler avec les masques. Echo est fascinante par sa capacité caméléon. Cet effet miroir qu'elle cultive. Qui est-elle vraiment sous les couches de technologie et de personnalité adaptative? Bonne question. Peut-être même ses sœurs de groupe ne le savent pas entièrement. Le premier implant, crucial. Les oreilles. Accident? Exigence du producteur Iron Smile pour atteindre une perfection sonore absolue? Les sources le suggèrent. On sent poindre une quête d'immortalité à travers la machine, une façon de transcender la fragilité humaine, ce complexe de tout artiste face à l'éphémère. Et l'émotion qu'elle cherche à supprimer. La colère. Activement. Ces implants, elle le sait, nécessitent une maintenance constante et rappellent sa condition. Ils sont propriété épitronique. Propriété épitronique. Ça sonne. C'est clé. Ils appartiennent légalement à Dysphoria Inc., ce qui donne à la corporation un levier de contrôle. Terrifiant. Son adaptabilité constante, c'est moins un choix qu'une nécessité pour naviguer là-dedans. Ces portraits intimes sont saisissants. Maintenant, élargissons un peu le cadre. Andromède, c'est pas juste 3 artistes. C'est un produit d'Eclipse Records. Filiale de la tentaculaire Dysphoria Inc. Exactement. Elles sont liées par un contrat qui semble à vie, écrasé par une dette colossale, d'après les sources. L'encadrement est omniprésent. Le producteur Iron Smile. Oui, cette figure inquiétante mais séduisante, avec ce passé lié à la propagande musicale militaire. Oui, un détail qui fait froid dans le dos. Il y a aussi l'agent, Lambert, alias Purple Beard, et Rex, le garde du corps, toujours là, silencieux. Et cette clause contractuelle brutale. Interdiction formelle d'entretenir des relations amoureuses durables. C'est un paradoxe constant, hein. D'un côté, ce carcan corporatiste écrasant, de l'autre, une loyauté indéniable, presque viscérale entre les trois. Un pacte tacite de « une pour toutes, toutes pour une ». On le sent bien, ça, quand même. Oui, mais ce lien n'est pas exempt de tension. La compétition que ressent Joy, on en a parlé, les secrets aussi. L'anecdote où Spite a emprunté le petit ami de Joy pour une nuit. Ah oui, ça, c'est révélateur. Très révélateur. Spite voit ça comme un partage entre sœurs, justifiant par l'incompatibilité entre amour et carrière. Ça en dit long sur leur vision déformée des relations, façonnées par leur environnement. Complètement. Il y a aussi une dynamique de régulation interne. C'est souvent Echo qui désamorce les crises de colère de Spite. Le caméléon encore. Voilà. Sans oublier le marketing qui, selon les sources, n'hésite pas à orchestrer des rumeurs de disputes et réconciliations pour alimenter la machine médiatique. C'est cynique. Et quand on leur parle de carrière solo, Les réponses divergent. Spite y songe, Echo l'envisagerait pour l'argent et cette quête d'immortalité, tandis que Joy, elle, s'y refuse absolument. Elle craint de briser le trio. ce qui les soude malgré tout, c'est ce passé commun. Elles ont été formatées pour être ces stars. Passion à l'événement central, l'interview pour Honor, l'émission phare animée par la célèbre White Angel. L'arrivée sur le plateau, c'est déjà un spectacle en soi. Un décor d'appartement luxueux high-tech. Et ce public holographique. Oui, leurs entrées sont très distinctes. Joy, radieuse, presque en transe, Echo, altière, qui toise l'audience. Et Spite, elle, avance en dansant, presque provocante, vers l'animatrice. Chacune joue déjà son rôle. Tout à fait. White Angel lance les questions. Leur musique, leur rapport au réel, les émotions qu'elles génèrent, leurs implants, les origines de leur son unique. Et leurs réponses dessinent leur philosophie. Spite parle de la musique comme d'un code, d'une affinité particulière avec la note La, de sa quête de sons inouïs, inhumains, futuristes, échos d'espèces disparues. C'est fascinant comme approche. Pour Joy, chanter, c'est lier, unir, tisser l'harmonie,
Le silence est une anomalie pour elle. D'accord. Echo, elle, martèle que son corps cybernétique lui appartient entièrement. Une affirmation audacieuse vu le contexte contractuel. Carrément audacieuse. Ses oreilles augmentées, âme, un outil pour saisir chaque nuance. Sa danse, une arme de séduction autant que de défense. Et le point culminant, c'est cette improvisation musicale. Ah oui, le moment où elle invite White Angel. Exactement. À jouer sur son dos. Elle transforme son propre corps en interface sonore. C'est une performance qui brouille les lignes entre l'humain, la machine, l'art. C'est fort. Quelle audace. Vraiment. Mais l'émission réserve une autre surprise, moins agréable pour elle, j'imagine, la diffusion d'un extrait d'un documentaire indépendant. Lila Vassari. Le titre est choc. Étoile montante ou arme corporatiste. Le ton est clairement critique. Il aborde leurs succès fulgurants, mais aussi les zones d'ombre, les soupçons de programmes vocaux augmentés, d'ingénierie neurale à leur insu. La dette abyssale. Oui, la dette, le contrôle omniprésent d'Iron Smile, il mentionne des incidents troublants en tournée, comme ce fan qui perd connaissance durant un solo particulièrement intense de Spite. Oui, ça a dû marquer les Des esprits. rumeurs circulent sur une IA qui calibrerait leur show pour un impact maximal, et même sur un programme clandestin Starsong visant la manipulation psychologique des foules. C'est lourd comme accusation. Très lourd, tout en soulignant paradoxalement leur loyauté mutuelle quasi sectaire, et le secret qu'elles semblent partager, sous une surveillance constante bien sûr. Face à ça, leurs réactions sont un prisme fascinant de leur personnalité. Et de leur mécanisme de défense, Spite éclate de rire et applaudit. C'est un tissement du défi pur. C'est du défi pur, presque une provocation face aux accusations. Joy, fidèle à elle-même, se dit flattée par tant d'attention. Elle nie toute manipulation et réoriente immédiatement vers l'amour des fans, leur base de pouvoir. Classique Joy ensemble. Voilà. Echo, en revanche, laisse paraître son irritation. Non pas à cause des accusations de manipulation, mais à cause des données erronées et surtout du rappel public de leurs dettes. Ah, ça touche un point sensible. Très sensible. Quand White Angel demande qui tire vraiment les ficelles, la réponse fuse « Choral, nous ». Mais Echo ajoute aussitôt cette touche d'ironie mordante. Laquelle? En mentionnant que personne ne peut empêcher Joy de manger son chocolat après les concerts. Une façon de dire que le contrôle a ses limites. Trivial. Bien vu. Quant à l'idée d'un succès programmé, Spite lance un défi aux sceptiques. Joy invoque une connexion mystique, leur trinité. Et Echo parle de destin, mais surtout insiste sur leur travail acharné. Elles défendent leur art, même si les fondations sont troubles. L'émission s'achève sur cette tension palpable. Mais la soirée est loin d'être finie. Dans une salle de réception attenante, plus privée, alors qu'elle tente de décompresser devant un buffet luxueux, Iron Smile fait son apparition. et là, l'atmosphère se glace. Instantanément. Il s'approche, pose lourdement ses bras sur leurs épaules, avec ce surnom infantilisant et possessif, « mes petites étoiles filantes préférées ». Et là, la confrontation est brutale, sans phare. Iron Smile demande à Echo, froidement, de coucher avec White Angel. Quoi? L'objectif, faire pression pour que le documentaire de Vassari soit enterré. La menace est à peine voilée, il lui rappelle subtilement que la maintenance de ses précieux implants dépend de la corporation, La fameuse propriété épitronique. utilisée comme moyen de chantage. La réaction de Spite est immédiate, viscérale. Le dégoût, puis la défiance verbale et même physique. Elle tente de le frapper d'un coup de pied. Elle le frappe. Son geste est stoppé net par le métal, des parties génitales cybernétiques d'Iron Smile. Un détail glaçant révélé dans les sources. Mon Dieu. C'est Joy qui intervient aussitôt, la pacificatrice désignée, tentant de calmer le jeu, de préserver l'équilibre précaire. Finalement, c'est Echo, maîtresse du contrôle. Qui prend le relais? Oui, elle prend Iron Smile à part, utilisant ses propres méthodes pour désamorcer la crise immédiate. D'ailleurs, Iron Smile ne manque pas de souligner à quel point Joy est essentielle pour maintenir l'harmonie du groupe. Et c'est manipuler tout le monde. Oh que oui. Avant de partir, ils portent un toast terriblement cynique à leur perfection façonnée. Une perfection façonnée à coups de pression et de manipulation. C'est effroyable. Après cette épreuve, les trois femmes retournent à leur appartement commun. Cette cage dorée dans le quartier huppé de Néolute. Nouvelle Versailles ou Nouvelle Élysée, selon les sources. Il leur reste un mois avant le concert final de leur tournée mondiale. Un point culminant très attendu. Et dès leur retour, loi des caméras, leurs stratégies individuelles se mettent en place, révélant des trajectoires qui commencent peut-être à diverger sérieusement. Ah, Echo
après un moment de décompression avec ses sœurs, met effectivement à exécution une partie du plan d'Iron Smile, mais à sa manière. C'est-à-dire? Elle retrouve White Angel. La séduction est réelle, mais l'intention est calculée. Utiliser cette intimité naissante pour obtenir des informations, des contacts, des leviers potentiels contre Iron Smile lui-même. Elle joue à un double jeu. Un double jeu très dangereux, utilisant la fascination de l'animatrice pour son corps cybernétique comme une arme d'espionnage en quelque sorte. Incroyable. Et pendant qu'Echo tisse sa toile, Joy Joy? se plonge dans une autre réalité. Après avoir partagé un moment avec Echo et utilisé son vapopsychotrope, elle se connecte. Pendant des heures, elle navigue sous de faux profils. Elle infiltre les réseaux sociaux. Oui, les fan clubs, mais aussi les groupes de haters. Elle observe, analyse et tente parfois d'influencer les discussions. Notamment celles sur Echo et White Angel, mais aussi celles qui critiquent sa propre performance. Elle surveille sa propre image. Exactement. Et c'est là qu'elle tombe sur un courant particulièrement virulent parmi les haters locaux de Néolutz, l'idée qu'Andromède ne serait qu'une arme culturelle d'une corporation étrangère. Non européenne. Oui, visant à déstabiliser la cité. Une menace géopolitique insoupçonnée qui émerge là. C'est une toute autre dimension, ça. Et Spite, quel est son chemin? Son chemin est encore différent. Après un échange purement business avec Iron Smile, recettes, vente de billets, ce genre de choses, et après avoir taquiné Echo sur sa relation naissante avec White Angel, Une façon un peu maladroite de montrer son soutien, peut-être? oui, une sorte de psychologie inversée un peu gauche, mais tendre. Elle s'isole à son tour, elle rouvre cette mystérieuse hololettre cryptée. Ah, la lettre cryptée. Cette fois, elle prend le temps d'enquêter sur son origine. Et la conclusion est sans appel. Ce n'est pas un piège de la corpo ou d'un rival. C'est un appel à l'aide, authentique et pressant. Venant de qui? De sa propre sœur biologique, une figure de son passé dont on ne sait absolument rien. Le tableau final est d'une complexité vertigineuse. 3 artistes exceptionnels, façonnés, presque broyés par une industrie déshumanisante. Elles sont en tension permanente. Entre l'image publique et les secrets, les doutes, Oui, les désirs qui les animent en privé, leur lien fraternel, forgé dans l'épreuve, c'est leur plus grande force, mais il est aussi miné par la compétition, les non-dits, les ambitions divergentes. elles ont prise entre les menaces externes, dysphoriésiques, les haters, peut-être même ces enjeux politiques, et les dynamiques internes qui pourraient les déchirer. C'est ça. Ce qui nous amène à la question qui reste en suspens, une pensée pour la suite. Alors que chacune se lance dans sa propre manœuvre complexe. Echo tentant de renverser le système de l'intérieur, Joy cartographiant et manipulant les opinions en ligne, et Spite s'apprêtant à répondre à cet appel personnel potentiellement très dangereux. Que va-t-il advenir de ce pacte? Voilà. Ce pacte de loyauté implicite, ce « une pour toutes, toutes pour une » qui les a définis jusqu'ici. Est-ce que ces chemins séparés vont finir par briser le trio? Ou est-ce que leur perfection façonnée, comme le dit si bien Iron Smile, va voler en éclats sous le poids de leurs choix individuels? Leur avenir semble plus incertain que jamais. C'est là-dessus qu'on va devoir rester pour aujourd'hui. Absolument. Beaucoup de questions ouvertes.